Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième vidéo de présentation du programme de la Concorde citoyenne, Parti démocratie. Aujourd'hui, l'équilibre des pouvoirs selon la Concorde citoyenne, avec beaucoup de modifications, même si la structure fondamentale des pouvoirs ne change pas. Malgré tout, il se passe beaucoup de choses. Alors déjà, on parle de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, représenté par le président et son gouvernement. Le pouvoir législatif, donc composé du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire. Alors, si vous m'autorisez, on va commencer par le pouvoir judiciaire, en fait. Puisqu'on répète à l'envi que c'est un pouvoir indépendant, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas, loin de là. Déjà, pour qu'il soit indépendant, il faudrait qu'il soit séparé du gouvernement, que le ministre de la Justice ne soit que celui qui gère les procureurs de la République et puis les prisons, et que le garde des Sceaux soit à la tête d'une autorité vraiment véritablement indépendante, d'un pouvoir qui soit aussi légitime que les autres. Et qu'est-ce qui donne la légitimité? Eh bien, c'est l'élection, l'onction populaire. Donc 3 pouvoirs, 3 élections. L'élection du président, l'élection de l'Assemblée nationale et l'élection du garde des Sceaux au suffrage universel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque on va détailler tout ça dans la vidéo sur le programme Justice de la Concorde citoyenne. À cette occasion-là, on remanie le Conseil constitutionnel, puisque autant commencer par le haut de la pyramide. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui qui dépend beaucoup de la politique, avec des nominations et des anciens présidents qui sont membres de droit, ce qui fait que parfois il prend des décisions auxquelles on ne s'attend pas vraiment. La logique voudrait qu'il soit composé de magistrats, de juristes chevronnés, choisis par leur pairs pour leur sagesse, leur impartialité. Quelle meilleure manière d'obtenir ce résultat que par l'élection sans candidat? La nouvelle autorité de justice indépendante pourrait tout à fait être la source de cette élection sans candidat pour choisir chaque année une personne qui intégrerait le Conseil constitutionnel. Ensuite, on rentre dans le dur. L'exécutif, le législatif et les pouvoirs locaux, on les laisse pour la prochaine vidéo. D'accord? On leur consacre une vidéo à part entière. L'exécutif tout d'abord, représenté par la figure du président de la République. Alors oui, on conserve un président de la République. Il a toujours le pouvoir de nommer le gouvernement. Mais comme expliqué dans la première vidéo, déjà il peut être révoqué à mi-mandat. Donc s'il fait vraiment n'importe quoi, s'il décide de ne pas tenir ses promesses, s'il décide de ne pas, par exemple, faire les référendums qu'il a promis, s'il fait l'inverse de ce qu'on lui a demandé, à partir de mi-mandat, un référendum révocatoire sera ouvert. Il s'engage, en tout cas moi, je m'engage, à partir de 2022, à faire des référendums réguliers sur les grands sujets de société et les principales mesures du programme. Donc on a prévu 10 référendums, puisque c'est pas parce que vous votez pour quelqu'un qui propose plein de choses que forcément vous êtes d'accord avec tout. Et on doit pouvoir vous redemander votre avis en cours de route et pas seulement une fois tous les 5 ans. Et en plus de ça, on modifie l'élection du président de la République. Aujourd'hui, vous avez des partis qui présentent des personnalités controversées, problématiques, insuffisantes, défaillantes. Vous devez choisir pour le moins pire et vous faites un vote par défaut. Ça nous donne des gens, par exemple, comme Emmanuel Macron. Il y a un bon moyen d'éviter ça, c'est l'élection au jugement majoritaire. Plusieurs types de jugements majoritaires. Il y a le jugement majoritaire où on donne son avis sur chaque candidat en mettant une appréciation, ou il y a la version avec des points, où on peut distribuer des points à tout le monde. Alors évidemment, si vous avez 15 candidats et 10 points à distribuer, tout le monde ne pourra pas en bénéficier, il faut faire un choix, mais vous pourrez mettre tout sur une seule personne si c'est votre seul et unique choix, ou récompenser telle personnalité, telle mesure proposée par tel autre candidat que le vôtre, ou alors si vous hésitez vraiment entre deux, plutôt que de faire un choix par défaut, vous pourrez donner 5 points à chacun. Évidemment, ces points sont très facilement convertibles en pourcentage, et donc on aurait le résultat assez vite, et on saurait qui sont les plus consensuels dans le bon sens du terme, puisque le vote par défaut n'existe plus, en fait, avec le système de jugement majoritaire. Donc voilà un président de la République, déjà qui réunira beaucoup plus de monde autour de lui, qui sera beaucoup plus représentatif de la volonté populaire, qui fera beaucoup plus de référendums et qui pourra lui-même être révoqué. Il va nommer un gouvernement. On nous dit que ce pays est un pays très centralisé, tout se passe à Paris, et c'est vrai, beaucoup de choses se passent à Paris, et même en matière politique, la quasi-totalité. C'est l'exécutif qui doit montrer l'exemple et décentraliser tous les ministères où c'est possible. C'est-à-dire, à part une poignée de ministères hyper régaliens, comme le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur,
le ministère des Relations avec le Parlement. Éventuellement, on peut garder aussi Bercy, parce que cet immeuble est immonde, c'est une ruche, il est plein à craquer, et puis si on les déplace, autant détruire ce machin. Donc, bon. Mais en tous les cas, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, tous ces ministères-là pourront déménager dans les grandes villes de province qui seront ravis de les accueillir, dans les hôtels de région flambant neufs, puisque nous supprimons les régions. Ça, on en parlera dans la vidéo sur les pouvoirs locaux. Et donc, ces magnifiques hôtels de région pourront être récupérés par les ministères, et on décentralise donc les ministres, leurs équipes, les hauts fonctionnaires, les prestataires et les journalistes. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir leur pays, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Dans la catégorie exécutif, nous avons aussi un certain nombre de comités presque exécutifs. On leur demande leur avis, des fois par fainéantise on les suit, ou alors on les suit pas, ou alors ils écrivent dans le vide, c'est ce qu'on a appelé tous les comités théodules. Ça sert surtout à placer les copains avec des salaires sympas pour voir venir, en écrivant des rapports qui sont lus très peu souvent. Le plus connu de tous, c'est le Comité économique, social, environnemental, le CESE, qui est un gouffre à argent public, pour une utilité toute relative. On supprime tout ça, ainsi que les privilèges des élus, ce qu'on appelle les privilèges des élus, ça peut être des avantages fiscaux, ça peut être des avantages sur la retraite, ça peut être des prêts bonifiés, c'est tout un tas de choses qu'on a quand on est député, sénateur ou membre du gouvernement, des salaires qui restent après très longtemps, après qu'on ait fini de travailler, des nominations semi-automatiques, enfin toutes ces choses-là, voilà, on abolit les privilèges des élus. Les seuls qu'on garde, parce que c'est pas vraiment un privilège, ça s'explique, c'est une protection pour tous ceux qui ont eu des postes proches des secrets d'État. Donc, on pense évidemment au ministre de la Défense, des Affaires étrangères, président, Premier ministre évidemment, qui doivent bénéficier d'une protection personnelle pendant au moins 5 années après la fin de l'exercice de leur responsabilité, tant que les secrets qu'ils détiennent sont valables. Ils valent toujours quelque chose et sont monnayables par éventuellement des puissances étrangères. Voilà. Ça, c'est vraiment une question d'intérêt national. Pour tout le reste, les élus sont comme tout le monde, devront se débrouiller par eux-mêmes. S'ils sont si malins que ça, ils pourront tout à fait retrouver un emploi. Ils n'ont pas besoin de la République pour venir à leur secours. Donc, ce qui nous amène à la partie législative, donc les pouvoirs du Parlement et du Sénat, et surtout leur composition. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas très représentatifs du peuple. Avant, on avait surtout des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, quelques médecins, des avocats, enfin des gens qui ont le temps en fait de faire de la politique, qui ont des professions libérales qui leur laissent la possibilité de moduler leur emploi du temps, qui ont un peu d'argent pour payer les campagnes, c'est pas évident. Et surtout, ils viennent, en plus de venir du même milieu social, ils viennent à peu près tous des mêmes partis. Voilà, il n'y a aucune représentativité à l'Assemblée nationale, le système est fait de telle sorte que c'est toujours les mêmes partis représentés, c'est un vrai coup près, et des partis qui peuvent très très bien fonctionner dans d'autres élections, on pense évidemment à la France Insoumise ou au RN, sont pas du tout représentés à l'Assemblée nationale à hauteur de l'engouement qui suscite dans le public, donc c'est pas normal. En plus, ils sont trop nombreux, 577, il y a beaucoup de lois très importantes ces dernières années qui ont été votées à 40, 70, en pleine nuit, ou en plein été, en pleine vacances de Noël. Bon, donc ils en sont capables. On n'est pas dupes, on sait qu'il y a évidemment beaucoup de boulot à faire, il y a des dossiers, il y a des... Bon, si on veut voter en son âme et conscience, qu'on veut bien faire le travail, ça prend du temps. Et on a besoin d'être nombreux pour occuper les diverses commissions thématiques pour travailler sur les lois. Donc, nous, on conserve 450 députés. Je pense que c'est un chiffre correct. Aujourd'hui, ils sont 577, donc on fait une économie de 127 députés. 450 députés répartis sur 250 circonscriptions. Vous allez me dire, il en manque 200. Et oui, ça c'est la part proportionnelle qu'on va mettre en place pour que tous les partis soient représentés. Tous les partis, tous les mouvements en général, même les mouvements citoyens, s'il y en a, un peu comme le nôtre, soient représentés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, vous prenez les scores du premier tour et vous les appliquez aux listes proposées par les divers mouvements, et vous appliquez la proportionnelle dessus. Donc sur 40% de l'Assemblée nationale. Les 60 autres pourcents seront élus comme aujourd'hui, sur 250 circonscriptions, qui représenteront chacun plus d'administrés, d'électeurs. En plus de ça, nous convertissons le vote blanc en part de tirage au sort. Donc on a expliqué ça déjà dans la précédente vidéo. Donc si 3% des Français votent blanc aux législatives, il y aura 3% de députés.
de l'Assemblée nationale qui seront tirés au sort, c'est-à-dire une 13, 14, éventuellement 15 personnes. Ça garantit une représentation à minima de certaines catégories qui n'y sont jamais. Parce qu'on n'est pas dupe, hein. Pour être élu, pour passer du temps dans un parti, effectivement, celui qui est salarié, qui le soir gère sa famille, n'a pas de temps pour faire ça. Tous les partis le savent, il y a un gros trou entre 30 et 45 ans, c'est le moment où les gens travaillent le plus et s'occupent de leur famille. Voilà. Mais puisqu'il n'y aura pas cette représentation-là, on la garantit d'une autre manière, par le tirage au sort de commissions citoyennes, au cœur du pouvoir, à la fois dans l'exécutif et dans le législatif. Le contrôle, c'est la meilleure fonction du tirage au sort, mieux que la décision. Décision par tirage au sort, c'est, sous certaines conditions, ça peut très bien fonctionner, sous d'autres, ça peut être n'importe quoi. Alors que le contrôle, on est à peu près certain que ça fonctionne, à condition que les gens ne se fassent pas marcher sur les pieds et ne soient pas l'objet des experts qui vont éventuellement auditionner pour se faire une meilleure idée du sujet. Donc sur liste d'aptitudes, par exemple dans tous les métiers de la santé au sens très 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 large, tous les gens qui y participent ou qui y ont participé seront sur une liste d'aptitudes pour la commission citoyenne du cabinet du ministre de la Santé, celle de la commission permanente santé de l'Assemblée nationale, et son équivalent au Sénat. Donc à 3 endroits différents, on pourra être tiré au sort pour être présent au moment où les lois se créent, dans le cabinet du ministre, pouvoir voir qui se pointe, qui fait du lobbying, pouvoir conseiller directement le ministre, au même titre que son équipe, être au courant avant tout le monde de ce qui se passe, pouvoir alerter la presse si on voit des irrégularités, des choses illégales, du contrôle citoyen à tous les échelons importants, là où les lois sont faites dans les ministères, et là où elles sont discutées, puis votées à l'Assemblée nationale. Donc c'est toujours l'Assemblée nationale qui rédige les lois dans ce système quand elles ne sont pas directement votées par référendum à l'occasion d'un RIC législatif ou d'un RIC abrogatoire. Et il y a toujours un aller-retour avec le Sénat. Au lieu d'avoir 340 et quelques sénateurs, nous on passe à 250, donc on en économise 90. Surtout, ils sont élus par les élus locaux. Donc comme on modifie la composition des élus locaux, et ça vous le verrez dans la prochaine vidéo sur la démocratie locale selon la Concorde citoyenne, fatalement ça va modifier la composition du Sénat. Donc on n'a pas besoin de le tirer au sort pour qu'il parle de tout et qu'il soit soumis en fait au jugement de ses experts. Le Sénat tiré au sort, on l'a un peu éclaté dans toutes les petites commissions qui sont sur tous les sujets importants au cœur du pouvoir. Dernière chose très importante, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que 3 pouvoirs. La plupart d'entre vous le savent. Il y a un 4e pouvoir, souvent on dit que c'est les médias. Et il y a un 5e pouvoir, la banque, la finance. Certains même disent que c'est le premier des pouvoirs. Bon, mais il y a de bonnes raisons de dire ça. Sans rentrer dans les détails pour le moment, puisqu'il y aura une vidéo sur les médias selon la Concorde citoyenne et la banque, la dette, la finance, la monnaie et toute la fiscalité qui va avec. On va pas rentrer dans les détails, juste dire qu'on va proposer aux Français d'inscrire dans la Constitution des principes simples et clairs pour ces 2 pouvoirs. Déjà des principes de liberté de la presse, de protection des sources, de déontologie des journalistes, le passage de la charte de Munich, des principes de non-concentration du capital des médias, d'indépendance éditoriale. Tout ça, on peut l'inscrire dans la Constitution pour garantir le pluralisme du 4e pouvoir. Et pour ce qui concerne la finance, là, il y a 2 grands principes à constitutionnaliser. Le principe d'une banque centrale nationale, d'accord, contrôlée par les parlementaires, et au service de l'État et au service du peuple, et le principe de la séparation stricte des banques d'affaires et des banques de dépôt, pour éviter, lors des prochaines crises financières, les psychodrames qu'on a eu les fois précédentes, où les dépôts, vos dépôts, votre épargne était mise en danger par les spéculations effrénées des banques d'affaires. Si on coupe en 2 les banques, alors évidemment ça va pas leur plaire, Hollande avait fait semblant de le faire et Macron l'a empêché même de faire semblant, donc c'est dire où on en est. C'est une décision majeure qui va commencer déjà à changer les comportements dans les banques, et qui en plus va sécuriser vos dépôts et votre épargne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo sur la démocratie locale. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir le détail du programme sur laconcordecitoyenne2022.fr, nous rejoindre sur nos pages Facebook et Twitter, la Concorde Citoyenne 2022, nous aider, faire des dons, ou nous aider à trouver des signatures de maires. Vous savez que c'est très important. Je suis Fabrice Grimal, candidat à l'élection présidentielle pour la Concorde Citoyenne. À très bientôt.